On va donner maintenant la parole à des acteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de se retrouver autour d'une même table ronde. Donc c'est quand même une première. Ce sont les associations professionnelles. Quel rôle ont-elles joué depuis le début de la crise? Pourraient-elles faire plus et mieux? La crise va-t-elle faire évoluer leur périmètre et leur mission? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Sandrine Bailly. Bonjour Sandrine. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de l'APK, l'Association de la performance des achats publics. Nous avons la chance d'avoir également Christine Giraud, présidente des Femmes du Tourisme. Et Christine, vous êtes aussi responsable distribution, business travel et agence de voyage au sein du groupe Avis. On vous connaît aussi parfaitement sur ce côté aussi plus voyage d'affaires. Bonjour François-Xavier. Bonjour Christine. À ma droite également Stéphane Valajas. Bonjour Stéphane, vous êtes président de l'AGBTA France. On est ravis de vous avoir et on a évidemment beaucoup de choses à voir ensemble. Et puis également Michel Dienman, président de l'AFTM, l'Association française du travel management. Bonjour Michel. Bonjour François-Xavier. Alors au début de chaque table ronde, on procède, vous le savez maintenant, à un petit sondage en direct. Vous avez 45 secondes, je crois, pour répondre à cette question. Vous allez la voir apparaître sur votre écran. Je vous lis la question. Les associations auxquelles vous appartenez doivent-elles défendre vos intérêts professionnels auprès des instances gouvernementales? 3 réponses possibles. Oui, bien sûr. Non, ce n'est pas leur rôle. Ponctuellement, pourquoi pas? 3 réponses, 3 options. Vous avez 45 secondes pour répondre. Allez-y. Et on verra dans le courant de la table ronde quel est le résultat de ce petit sondage. Vous êtes actuellement près de 500 derrière votre écran. Donc, n'hésitez pas à voter. Ce sera intéressant d'en avoir le résultat. Alors, avant de traiter de ce sujet ô combien important. D'abord, un petit tour de table très rapide, très bref, pour mieux vous connaître, chacun d'entre vous. Allez, 30 secondes à 1 minute pour nous présenter votre association et dire combien d'adhérents vous réunissez. Sandrine Bailly. Alors, l'APK est une association qui est spécialisée dans la performance des achats publics, avec 4 domaines d'expertise, donc la commande publique, l'achat et les pratiques RSE, le déplacement professionnel, effectivement la raison de ma venue ici, et les moyens de paiement. Alors, nous réunissons des adhérents, des abonnés. Donc, nous avons 45 adhérents qui sont répartis entre des entreprises, des entités publiques, puisqu'on réunit l'ensemble de l'écosystème. Nous avons des partenariats avec des associations professionnelles, des fédérations et des partenaires institutionnels qui représentent l'État. Et nous avons une base de 12 000 abonnés qui nous suivent régulièrement, qui est composé de 90% de comptes publics. Donc une association assez puissante et on y reviendra. Christine Giraud, les femmes du tourisme. Pourriez-vous nous présenter les femmes du tourisme en quelques secondes? Merci François-Xavier de nous donner cette formidable opportunité de valoriser cette belle association. Femmes du tourisme, c'est une association qui rassemble des chefs d'entreprise, des cadres dirigeants, des cadres supérieurs, qui représentent à peu près 27 activités. Nous sommes 150 membres aujourd'hui. Et la mission de Femmes du tourisme, c'est par leur solidarité, par leur bienveillance et leur connaissance, c'est d'aider les femmes dans le tourisme à affronter les enjeux combien importants du monde actuel dans le tourisme. Alors on n'est pas du tout, je vais le dire en souriant, ni suffragette, ni féminine, etc. Notre but n'est absolument pas cela, c'est vraiment de solidarité, de bienveillance et de permettre à ces femmes d'affronter les enjeux économiques, sociétaux, écologiques, technologiques du monde actuel dans le tourisme. Stéphane Valajas, la GBTA. Pourriez-vous nous présenter la GBTA en moins d'1 minute si on peut? On va le faire. La GBTA, donc Global Business Travel Association, c'est une association, c'est la plus vieille association au monde du voyage d'affaires, qui aujourd'hui, au niveau monde, compte plus de 9000 membres et 28 000 professionnels du business travel, enfin du voyage d'affaires, pardon. Au niveau de la France, c'est seulement 9 ans d'existence, on est tout jeune. C'est 170 membres en 2020 et une communauté d'environ 1000 personnes liées au voyage d'affaires. Au niveau des membres, il y en a peut-être un petit peu plus aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de bébés qui sont arrivés au board de GBTA, donc on les a déjà convertis. Au niveau de la mission de GBTA France,
La mission, c'est le développement professionnel des travel managers, des travel buyers, au niveau d'un partage d'expertise via les professionnels qui travaillent avec nous, partage de ressources qui sont disponibles sur notre réseau, et puis partage d'informations. Il faut se rendre compte de ce que c'est que la GBTA dans le monde anglo-saxon. Moi, j'ai eu la chance d'assister à des grandes conventions, les conventions annuelles de la GBTA. C'est extrêmement impressionnant. C'est vraiment des grands-messes qui sont impressionnantes pour le petit Français qui débarque, très souvent. 7000 personnes dans une même salle, ça fait du monde. Ça fait du monde, on est bien d'accord. Michel Dielman, comment vous pourriez nous présenter en quelques secondes l'AFTM ? Alors, en quelques secondes... on peut dire que la FTM est une association jeune, mais elle a 13 ans quand même. Et puis, elle est relativement mature quand même, puisqu'elle a pu trouver une grande place dans l'industrie du voyage d'affaires. Elle est là pour promouvoir les métiers d'acheteur, de travel manager, et de créer un lien fort avec les professionnels, les entreprises, certes, qui sont clientes des fournisseurs du domaine. Et ce lien très fort, nous y tenons beaucoup, et j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Alors Michel, on reste avec vous d'ailleurs. C'est vrai que la crise qu'on traverse aujourd'hui est une crise totalement inédite, depuis presque un an maintenant. Quel rôle avez-vous joué auprès de vos adhérents depuis le 14 mars dernier ? Le rôle qu'on a joué, c'est surtout un rôle d'accompagnement, d'assistance, à des gens qui étaient un petit peu en perdition, comment gérer les voyages qui subsistent encore et que l'on peut faire, qui demandent énormément de temps, beaucoup d'investissement. Et donc, nous avons souhaité aussi garder un lien très fort avec nos partenaires, les fournisseurs du domaine, parce que cette équation, cette relation entre les clients, entreprises ou les organes du secteur public et les fournisseurs, il est absolument indispensable. Et on s'est attaché à cela. Alors, on s'est attaché à cela avec une digitalisation très forte, des événements digitaux comme nos entretiens, nos webinars, et donc des entretiens et des webinars qui implique énormément de monde, puisque nous avons entre 100 et 300 participants à chaque fois. Alors on va dire que c'est une réussite dans cette période si compliquée. Oui, à ce niveau-là, c'est une réussite, mais on espère bien évidemment que le paysage va s'ouvrir différemment à l'avenir, même si la période actuelle est encore très compliquée. Stéphane Valajas, comment vous vous êtes, vous, adapté à cette crise ? Avez-vous accompagné différemment vos adhérents ? On est un peu dans la même position que la FTM. Nos adhérents, oui, alors il y a une chose qu'on a faite, parce qu'aujourd'hui, le Covid, cette crise nous a appris une chose, c'est que finalement, on se retrouve isolés. Et en fait, on a cherché un peu à lutter contre cet isolationnisme en contactant nos membres, un par téléphone, savoir comment ils allaient, ce qu'ils devenaient, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de casse dans le secteur. Donc nos membres étant aussi bien des acheteurs que des professionnels, il y a de la casse. Donc savoir comment ils allaient, de leur offrir effectivement de rester en contact, s'ils ne peuvent pas renouveler leur abonnement. Enfin voilà, il y a des choses qui ont été mises en place au niveau de GBTA pour leur offrir une prolongation gratuite dans le cadre du Covid, de leurs abonnements, pas de réinscription, ils n'ont pas à repayer, différentes choses. On a essayé de rester près d'eux. Évidemment, comme le disait Michel, nos événements se sont par la force des choses transformés en événements virtuels. Donc c'est vrai que la digitalisation... mais bon, c'est le virtuel, c'est bien, comme le disait Michel, on voit du monde sur nos webinars. C'est cette opportunité, effectivement, d'avoir peut-être plus de monde, parce qu'on s'ouvre finalement à un plus large public sur des webinars. Maintenant, et puis il n'y a plus cette contrainte du transport, donc les gens sont peut-être un petit peu plus disponibles, mais en même temps, ils sont aussi saturés. Donc c'est difficile de capter l'attention de nos adhérents avec autant de webinars qui sont mis à leur disposition à longueur de journée et à longueur de semaine. On a lancé au niveau monde une campagne de communication qui s'appelle Ready Safe Travel, pour faire comprendre aux instances et finalement à l'ensemble de l'écosystème ô combien c'est important de voyager et finalement quels sont les différents impacts, que finalement tous les acteurs sont touchés à tous les niveaux. Que ça soit l'employé dans sa société, le prestataire, mais voilà, donc, et qu'il est important de relancer ce tissu économique, en fait, qu'on est là aussi pour... on essaie de se faire entendre pour relancer. Et quand on parle de se faire entendre, c'est notamment aussi, GBTA mène quelques actions de lobbying au niveau États-Unis, au niveau Europe, puisqu'on sait que c'est au niveau de l'Europe que la plupart des décisions se prennent, comme actuellement d'ailleurs, c'est discuté je crois aujourd'hui à Bruxelles. Donc voilà, on essaie d'être présent à ce niveau-là aussi. On y reviendra justement sur ces actions de lobbying, et vous faites bien de rappeler en
effet que cette crise a fait beaucoup de casse dans notre secteur. Et on ne les oublie pas. On pense à ces personnes qui ont perdu leur emploi et on espère les retrouver. Une fois que la reprise reviendra, on espère les retrouver évidemment avec nous. Sandrine Bailly, à l'APK, quelles actions, avez-vous menées auprès de vos adhérents depuis le début de cette crise en mars dernier ? Alors, dès début mars, en fait, avec le conseil d'administration, on a mis en place une cellule de crise qui se réunissait toutes les semaines pour décider effectivement des actions qu'on allait mettre en œuvre. Très rapidement, en fait, mes adhérents qui sont dans le secteur du déplacement professionnel ont estimé une reprise de l'activité à peu près normale à juin 2021. Donc, ils n'étaient pas très loin, je pense, de la réalité. Donc, on en a profité, en fait, pour se reposer des questions sur les services à valeur ajoutée qu'on pouvait apporter à nos adhérents pendant cette période de crise où beaucoup de nos adhérents étaient en chômage partiel. Donc, on a mis en place des parcours d'apprentissage, donc des formations. Nous sommes spécialisés dans le secteur public qui est compliqué à percer et à comprendre. Donc, nous avons mis en œuvre des parcours d'apprentissage pour maintenir le niveau de compétences des collaborateurs qui étaient en chômage partiel, le renforcer, donc en libre accès. Nous avons interviewé des grands comptes publics pour avoir leur vision, effectivement, des déplacements professionnels et des actions qu'ils mettaient en place eux-mêmes pour soutenir les fournisseurs qui avaient répondu à des marchés, donc pour informer. Nous avons informé nos adhérents publics et les abonnés qui nous suivent de toutes les mesures qui étaient mises en œuvre par les professionnels du déplacement, les hôteliers, enfin les agences de voyage, etc., pour assurer la sécurité des voyageurs. Nous avons aussi beaucoup travaillé pour écrire des guides pratiques et les bonnes pratiques, notamment pour rassurer les acheteurs publics en matière de sûreté dans le déplacement, puisque c'était pas forcément une question qui se posait de manière quand on était en déplacement en France, quand on n'est pas dans un pays à risque. Mais c'est une question qui se pose maintenant dans les marchés publics. Comment assure-t-on la sûreté du voyageur à partir du moment où je le laisse partir ? Et là, les professionnels du secteur ont beaucoup travaillé. Il y a eu beaucoup de mesures qui ont été faites, donc on a beaucoup informé. On a fait de la digitalisation à marche forcée, comme tout le monde, avec des webinars, des conférences qui ont bien fonctionné. Et puis aussi, on a contacté, pareil, tous nos adhérents un par un pour savoir comment ils allaient, comment ils se portaient. Voilà, donc en gros, on a soutenu un maximum et beaucoup profité de ce moment pour finalement informer et nos adhérents former nos adhérents sur être plus performants dans la réponse au marché public et rassurer les acteurs publics sur leur futur marché de déplacement, justement pour leur expliquer que tout ce secteur-là se transformait et garantissait toute la sûreté du voyageur. Donc ça, c'était très important. Accompagnement, digitalisation, formation, c'est vraiment les maîtres mots en tout cas. Aux femmes du tourisme, Christine, est-ce qu'il y a eu des initiatives spécifiques face à la crise ? Dès le mois d'avril, François-Xavier, notre conseil d'administration a pris le pari de former et d'encourager également les femmes, les adhérentes. Et je veux saluer ici le formidable travail qu'a réalisé notre secrétaire générale Christine Pioli, qui a fait un boulot extraordinaire. Voilà, nous avons organisé 11 visioconférences. Alors ça paraît rien, mais il faut les organiser, il faut les animer, etc. Avec des intervenants du métier, mais également des formatrices, mais également des gens de la SNCF, des gens d'Air France, des avocates, enfin tout ce qui peut nous aider à aborder la situation, la crise actuelle. Alors ça peut être comment devons-nous manager différemment en ce moment, comment aborder la situation et faire que se transformer la crise en opportunité, etc., etc. Avec vraiment des aides et des conseils, des soutiens qui ont été donnés par des professionnels. Olivier Pinat de la SNCF, Valérie Bonnet, Marie-Laure Taragano, Emmanuel Yop, enfin, énormément d'intervenants, et je suis désolée d'en oublier, mais Soline de Montrémy d'Air France. Bref, tout cela nous a permis de faire de l'animation. Et puis nous avons parallèlement à cela, et c'est Christine Pioli qui l'anime régulièrement, émis 18 newsletters sur lesquels nous reprenons les temps forts de la situation actuelle, les intervenants, tout ce qui peut aider encore une fois à recréer le lien
entre des femmes qui souvent sont seules devant des décisions dramatiques à prendre, qu'elles soient financières, qu'elles soient avec leur staff. Il faut les entourer, les écouter, etc., etc. Nous avons organisé entre 2 confinements, nous avons la chance d'organiser un cocktail et on a dû changer de lieu tellement ça a été un succès énorme pour nos adhérentes, pour qu'elles se connaissent, les nouvelles recrues et les anciennes. Et puis nous avons organisé un questionnaire, comment avez-vous vécu ce confinement et quelles sont vos perspectives d'avenir. On a eu 74% de taux de réponse, qui est assez conséquent. On en a tiré des actions que l'on va mener pour 2021 maintenant. Et voilà. Et nous continuons. Et là, le point d'orgue, c'est la ligne solidaire que nous venons de créer, de lancer, pour qu'il y ait... Nous ne sommes pas des coachs, nous ne sommes pas forcément des professionnels de la psychiatrie ou de la psychanalyse, mais nous sommes là pour aider encore une fois et faire de la bienveillance le maître mot de cette association. Et oui, parce que malheureusement, cette crise n'est pas finie et les prochaines semaines ne s'annoncent pas évidemment très très simples. Michel Dielman, j'aimerais qu'on aborde un sujet qui fâche peut-être. Certains auraient aimé que les associations soient plus présentes, qu'elles jouent en tout cas un vrai rôle de groupe de pression pendant cette crise auprès des autorités, comme ont pu le faire d'ailleurs les entreprises du voyage, les EDV avec Jean-Pierre Masse ou Valérie Bonnet, comme en parlait Christine. Est-ce que là c'est une occasion manquée par les associations ou pas ? Alors, nous avons opté plutôt pour la proximité, c'est-à-dire, je le soulignais tout à l'heure, on a été très proche de nos adhérents. On était très proche aussi de nos partenaires, qui représentent quand même la grande majorité des fournisseurs. C'est vrai qu'on l'a fait plus au cas par cas. Alors, on peut nous reprocher effectivement de ne pas avoir livré des messages de soutien aux entreprises du voyage, par exemple, lorsqu'elles ont fait des actions avec lesquelles nous sommes totalement en phase, y compris celle du CETO et de René Marc chez CLI. Mais bon, là, on est un petit peu plus quand même dans le loisir. Mais le voyage d'affaires, de toute façon, accompagne aussi les entreprises du voyage. Et donc, ce qu'a fait Jean-Pierre Masse, ce qu'a fait cette association, on est en phase avec. Alors, on peut nous reprocher effectivement de ne pas avoir suffisamment communiqué pour dire on est tout à fait d'accord avec les entreprises du voyage, mais je vous le dis, on a privilégié ces actions au cas par cas, très proches de nos fournisseurs, très proches de nos adhérents, pour les aider à mieux se comprendre et comment on allait détricoter les problèmes que nous rencontrons actuellement pour organiser des déplacements, parce qu'il y en a encore quand même si l'actualité fait qu'il y en a de moins en moins ces dernières semaines. Michel Dielman, on rappelle que vous êtes une association et non pas un syndicat professionnel, comme peuvent l'être les entreprises du voyage. Donc évidemment, en tant qu'association, c'est difficile d'avoir un rôle représentatif auprès des autorités comme peuvent les avoir les EDV. Oui, alors je veux dire que ce rôle, qu'on le veuille ou non, on n'est pas un syndicat, c'est une réalité, mais on a une dimension politique certaine. D'ailleurs, il y a quelques années, nous avons porté certains sujets auprès de l'Union européenne, à Bruxelles notamment, sur les droits des passagers. Donc, on n'exclut pas cette possibilité. Nous sommes en train de travailler d'ailleurs avec de nombreuses associations nationales sur des possibilités d'influencer la législation au niveau de l'Union européenne. Je n'en dirai pas plus parce que c'est en construction en ce moment. Donc, on a cette possibilité. Il est vrai que politiquement, on se montre peut-être moins parce que nous travaillons, nous donnons l'essentiel de notre énergie pour aider à la fois nos adhérents, les acheteurs, les travel managers, mais aussi nos partenaires, parce qu'on est un point de jonction entre les deux, et ce point de jonction a fait ses preuves depuis de nombreuses années. Stéphane Valaja, je vous pose aussi la question parce que, évidemment, le reproche vise essentiellement la FTM et la GBTA. Est-ce que les associations professionnelles comme les vôtres doivent jouer ou pas un rôle politique ? Est-ce que c'est leur place ? Non, je ne pense pas que ce soit leur place. Elles ont un rôle à jouer, oui. Après, pas politique. Aujourd'hui, une association, nous, on est une jeune association, on n'a que 9 ans. Pareil, il faut avoir des moyens derrière. Pour faire du lobbying,
Donc l'association, au niveau de la France, on a des moyens trop limités pour le faire. Nous, GBTA, on n'est pas aussi bien organisé que peut l'être la FTM. On n'est pas tout à fait la même dimension. Maintenant, en revanche, GBTA, c'est beaucoup plus gros que ça. Donc GBTA, au niveau des États-Unis, a des moyens de pression, enfin, tout le monde, du fait du lobbying auprès du Congrès américain, ça c'est certain, et au travers d'un cabinet de relations publiques, Grayling, en Europe. Donc là, c'est là où on intervient au niveau de la Commission européenne sur différents sujets qui concernent le voyage d'affaires. Michel Dielman disait que oui, pourquoi pas avoir un rôle plus politique. Est-ce qu'on peut imaginer que la GBTA et la FTM trouvent des terrains d'entente pour s'allier, pour nouer des partenariats, justement, dans le but d'avoir des actions politiques communes auprès des autorités? C'est envisageable ou pas? De toute façon, comme le disait Michel, aujourd'hui, comme il le dit, il se rapproche d'autres associations. Ce qu'on fait aujourd'hui, GBTA France est un peu un cas particulier parce qu'on est la branche de GBTA US, mais dans les autres pays européens, ce sont les associations locales, dans les pays nordiques, en Espagne, en Italie aussi, c'est GBTA, sur lesquelles s'appuie. Et donc cette collaboration aujourd'hui se fait entre GBTA et les différentes associations au niveau local pour aller à Bruxelles. Maintenant, effectivement, dans ce cadre-là, c'est tout à fait envisageable que de toute façon, le GBTA France et la FTM se retrouvent embarqués dans le même combat. Tout à fait. C'est une possibilité, Michel? C'est une possibilité, et bien sûr. Ce que je voudrais dire, parce qu'on cherche souvent à nous opposer, GBTA France et à FTM, alors que Stéphane peut en témoigner, nous parlons régulièrement, et donc des passerelles avec les autres associations, ça a toujours été aussi le leitmotiv de la FTM, et nous y travaillons. On travaille en bonne intelligence, je pense. Et bien évidemment, il peut y avoir des actions communes à la GBTA France et à la FTM, et plus largement avec la GBTA Monde. On en verra à l'avenir. Je réserve ma réponse. D'accord. Elle appartient à Stéphane et à moi pour l'instant. Bon, écoutez, on reviendra vous interroger évidemment sur le sujet. Troisième thématique, Michel, avec les associations professionnelles, on a toujours un soupçon de conflit d'intérêts, parce que vous êtes évidemment principalement financé par les fournisseurs. Que diriez-vous pour convaincre nos internautes que vous servez aujourd'hui vraiment les intérêts de vos adhérents entreprises et non des fournisseurs qui vous financent? Alors, cette question, elle a le mérite d'être posée, et puis c'est la première fois qu'elle est posée, d'ailleurs, dans un événement de ce type, et donc, pourquoi pas? Et elle a le don de m'irriter aussi. Je ne veux pas vous irriter, Michel. Je dois le dire, mais je vais rappeler une chose. Le modèle économique de la FTM, comme beaucoup d'autres associations, est certes issu des cotisations, et nous y veillons. Un adhérent, c'est quand il a cotisé. Et puis, la majorité de nos revenus, viennent de nos partenaires. C'est pas pour ça qu'on est acheté par les partenaires. Par le passé, certaines grandes entreprises, grands groupes du CAC 40 se sont plaints que la FTM les égratignait de temps en temps parce qu'on a beau être un partenaire, si on a quelque chose à dire, on le dit. Il y a eu aussi par le passé quelques événements à FTM où la démarche commerciale des intervenants était un petit peu trop forte. À chaque fois, nous faisons un sondage sur le ressenti de l'événement, et je peux vous assurer que les 2 ou 3 qui s'y sont risqués n'ont pas renouvelé l'expérience ensuite. La FTM, quelque part, c'est un catalyseur, c'est une caisse de résonance de notre industrie. On essaie de faire converger les intérêts de tous. Les partenaires, certes, les partenaires qui ont un niveau de visibilité à la FTM qui est lié au niveau de partenariat ont, c'est un fait, un peu plus de lumière vers l'industrie et vers leurs clients, que sont les entreprises publiques ou les entreprises privées ou les organes publics. Donc, cette caisse de résonance, elle est importante. Je pense qu'on a d'abord travaillé sur le contenu, c'est essentiel. Depuis 13 ans, nous faisons 4 à 5 événements par mois. Alors, des événements physiques qui étaient quand même plus agréables que tous ceux qu'on organise en ce moment, même si
avec la digitalisation et dès lors qu'on n'a pas trop de problèmes techniques, ça peut être agréable. Et donc, notre association n'est pas au service ou n'est pas achetée par les fournisseurs, certainement pas. Ça serait, et l'AFTM n'en serait pas là 13 ans après si elle avait fait fausse route. Stéphane Valaja, ce soupçon de conflit d'intérêts entre adhérents, fournisseurs, vous en pensez quoi? Moi, je le balaye. Mais encore. Non, mais chez GBTA, c'est dans l'ADN de GBTA. Alors, je parle de GBTA France, hein, c'est vraiment dans l'ADN de GBTA France d'être véritablement de délivrer du contenu neutre, de ne pas finalement il n'y a pas on ne sponsorise pas nos contenus. Alors évidemment, ça existe, hein, un webinar sponsorisé. Là, on l'a vu effectivement dans cette période, il y a des webinars sponsorisés. Ça existe. Là, c'est autre chose. Mais pour les événements GBTA tels qu'ils sont aujourd'hui conçus, c'est complètement neutre. Aujourd'hui, les membres du board sont des femmes. D'ailleurs, je tiens à le préciser, on a beaucoup de femmes à notre board, on a plus de femmes que d'hommes. Notre board sont des femmes et des hommes, acheteurs et prestataires, mais qui sont là de toute façon, ils sont impliqués dans l'organisation des événements et ils sont là aussi pour canaliser effectivement les fournisseurs et veiller à ce qu'il n'y ait absolument aucune, je vais appeler ça propagande, enfin voilà, on n'est pas pour promouvoir un fournisseur mais pour promouvoir une expertise. Donc aujourd'hui, et dans les membres du board, effectivement, on s'est vu peut-être reprocher d'avoir dans les membres du board des prestataires et de dire à partir du moment où il y a des prestataires au board de GBTA, le board quelque part est jugé parti et va orienter. Pas du tout. Aujourd'hui, les gens sont là, ce que je le dis, je le répète, chez GBTA pour leur expertise. Et d'ailleurs, preuve en est que, comme on l'a dit, il y a eu de la casse. Donc, on a des membres du board qui ont quitté leur société par la force des choses, enfin, qui n'est pas de manière volontaire. Mais ils sont toujours au board de GBTA. C'est pas pour autant qu'ils ne sont plus là. Ils sont là. C'est la personne et son expertise qui nous intéresse. Après, ils sont membres de telle société ou de tel prestataire, enfin, voilà, de telle société, acheteur ou fournisseur, ça nous importe peu. Et puis, les sponsors, c'est vrai qu'on peut parler des sponsors. Certains nous ont fait le reproche à GBTA, justement, de ne pas pouvoir prendre la parole comme ils l'aimeraient, parce qu'ils considèrent qu'à partir du moment où ils sponsorisent, ils ont le droit de la visibilité. Or, nous, on estime, chez GBTA, que la visibilité, ils l'auront déjà si le sujet, il est légitime qu'ils interviennent, parce que c'est ça aussi, c'est un principe. On donne la priorité, ce que j'ai dit, à l'expertise. Et puis, de toute façon, les intervenants sont toujours briefés pour qu'ils restent neutres. Donc, véritablement, au niveau des sponsors, il y en a d'ailleurs qui ne sont pas devenus sponsors de GBTA parce qu'ils estimaient qu'ils n'auraient pas assez de visibilité dans notre association. Donc, ils ont décidé le choix de ne pas nous sponsoriser. Voilà. Donc, Sandrine Bailly, quel est, votre regard sur ce possible conflit d'intérêts, en tout cas, entre vos adhérents et ceux qui vous financent? Alors, je veux dire, c'est assez simple parce que comme on travaille sur différents domaines d'expertise et que nos interlocuteurs sont à la fois les entités publiques et à la fois les entreprises, on n'a pas déjà un panel d'adhérents qui est mono-entreprise. Donc on a des acheteurs publics qui sont nos adhérents, des entreprises qui répondent au marché public qui sont nos adhérents et qui elles-mêmes travaillent sur le déplacement professionnel, la distribution de matériel électrique, etc., puisqu'on travaille sur un périmètre plus large que le déplacement professionnel. Donc déjà, on a un mélange d'adhérents. Ensuite, c'est un peu comme GBTA. Notre ADN, c'est la neutralité totale. Donc de toute façon, nous avons une charte éthique qui est communiquée à chaque adhérent, donc qui garantit la neutralité. Et c'est très simple, un adhérent qui ne garantirait pas cette neutralité se verrait, entre guillemets, sortir de l'APK, puisque là, c'est notre base depuis le départ. Ensuite, notre financement, il est sur plusieurs modèles, sur forcément les cotisations, et comme le disait Michel, sur la partie aussi manifestation, et sur la partie formation. Donc nous ne dépendons pas que du financement par les adhérents. Et ensuite, on est aussi, comme le GBTA, on est vraiment sur l'expertise professionnelle, les bonnes pratiques, tant du côté des fournisseurs que du côté des entités publiques. Donc en fait, on n'est pas sur des solutions. On est vraiment sur les innovations du marché, les solutions du marché, l'état général du marché, les nouveaux entrants dans le marché. Donc on parle y compris d'entreprises qui ne sont pas adhérentes chez nous parce que nous avons un devoir d'information très large. Et puis j'ai envie de vous dire, la question elle se pose même pas vis-à-vis de mes adhérents, puisque je n'ai jamais eu, l'APK existe depuis 2003,
nous n'avons jamais eu besoin d'intervenir sur quoi que ce soit pour garantir une neutralité. Aucun de mes adhérents actuels, quand il intervient sur un plateau, sur une interview, sur un événement APK, ne parle d'autre chose que de bonnes pratiques et de solutions globales. Donc, on n'a jamais eu d'intervention sur lequel on aurait pu effectivement se dire non, là, il fait la promotion de sa solution, c'est pas le sujet, quoi. Donc, chez nous, le problème s'est jamais posé et on en est très content et on espère que ça va continuer comme ça. La force du contenu, hein, c'est ce que disaient Michel, Stéphane, Sandrine, ça c'est important. Hein, oui. Le contenu avant tout. Christine, on est une association, évidemment, on doit trouver des financements. Hein, c'est pas simple, c'est pas l'État qui vous finance, hein, donc et on peut s'en féliciter. Pour le coup, François-Xavier, j'adorerais avoir ce sujet à traiter, j'adorerais avoir un conflit d'intérêts. Mais voilà, pour le coup, absolument pas. Nous ne vivons que de nos cotisations. Et je dois avouer avec beaucoup d'humilité que ça ne nous permet pas de faire beaucoup d'événements et beaucoup de formations autant que nous l'espérions. Mais enfin, chaque fois que nous avons dû organiser une visite au Louvre à Lens, une visite, un voyage à Oman, qui a été une grande réussite pour l'association, chaque fois l'adhérente doit payer. Donc elle paye sa quote-part. L'association ne peut se permettre avec son budget de faire beaucoup de choses. Nous avons 2-3 événements annuels et notre conseil d'administration regarde vraiment, alors là on pourrait faire des cours d'achat sur l'événementiel, on regarde vraiment tout ce que l'on peut économiser, etc. Mais non, nous n'avons absolument pas de subvention, quelle qu'elle soit. Pas de cotisation fournisseur, pas absolument de sponsoring. Aucune, et nous le revendiquons. Et on se pose la question, je ne te cache pas une ou deux fois par an, bien évidemment, quand on doit organiser un budget comme le trophée annuel que nous organisons, mais chaque année, sauf en 2020. Mais bien évidemment, quand nous devons organiser cet événement, nous le faisons dans le respect total de notre, comme nous le disons, de notre revendication. Nous sommes des femmes libres et libérées. Pas trop quand même. Restons calmes. Il est 12h45, c'est pas tout à fait l'heure. Michel, vous vouliez ajouter un petit mot? Enfin, tu es dans un cadre un peu spécifique, tu viens de le souligner, et donc tu dépends moins des fournisseurs. Mais ce qui rejoint la GBTA France, l'APK et la FTM, c'est que le travail que nous effectuons n'a pas altéré notre indépendance. On y tient énormément. Nous n'avons pas de subordination. Et donc, on est plus dans un travail de complémentarité intelligente. C'est ce qu'il faut retenir. Et ce que je dis est sincère, je le pense vraiment. Tiens, Michel Dielman, on poursuit sur cette relation association-fournisseur. Comment vous êtes-vous positionné par rapport à des adhérents fournisseurs qui se sont peut-être retrouvés en défaut de paiement pour la FTM ou en difficulté financière lors de cette crise? On sait que c'est compliqué pour eux. C'est très compliqué pour eux. Et je vais dire qu'on a d'abord travaillé au cas par cas. On a mis en veille quelques contrats de partenariat en attendant des jours meilleurs, mais il y en a très peu. Et c'est ce qui nous a surpris, alors peut-être ce qui montre aussi notre crédibilité. La fidélité de nos partenaires, même dans cette période difficile, est intacte. Et les premiers renouvellements de contrats du début d'année nous laissent à penser que ils vont nous rester fidèles, et on va leur rester fidèles aussi. Ils peuvent compter sur nous pour passer ce cap difficile. Maintenant, ce qu'il faut, c'est regarder vers l'avenir, vers une reprise qui viendra de toute façon. Mais on sait qu'on a encore des étapes compliquées à franchir. Mais nos fournisseurs, nos partenaires peuvent compter sur nous parce que la FTM sera un organe très important au moment de cette reprise pour que nos fournisseurs, nos partenaires fassent connaître leurs produits, des produits qui vont beaucoup évoluer, qui tiendront compte de cette digitalisation. C'est sûr que le voyage d'avant et le voyage d'après, il va être quand même différent. Je ne parle pas des RFP, évidemment, où la donne est différente maintenant et où les aspects sûreté, sécurité, santé
sont énormes. Stéphane Valaja, je le disais, on sait les difficultés des fournisseurs, leurs difficultés financières en ce moment. Et est-ce que, comme l'ensemble des associations, j'imagine, sur ce plateau, est-ce que vous craignez une baisse de vos budgets pour les mois et années qui viennent ? Ah bon, on va pas se le cacher, oui. Compte tenu de la situation qui, pour le moment, ne s'améliore pas, enfin, on dit que ça va repartir, on ne sait pas quand, on n'a pas de visibilité. Mais c'est vrai qu'il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Je profite de cette occasion pour parler d'une autre association qui a disparu du voyage d'affaires, c'est ACT, donc qui était quand même une grosse association, 2000 membres, et qui ont dit, voilà, ils ont déposé le bilan. Donc ce qui prouve bien que nous, associations, on est des associations à but non lucratif. Donc comme on le disait, on vit de nos adhésions. Et pour ceux qui ont la chance, comme nous avec la FTM, d'avoir des sponsors qui peuvent nous aider à financer aussi l'organisation d'événements. Mais c'est vrai que si la situation perdure trop longtemps, ça va de toute façon à un moment ou à un autre poser problème. On a de la chance aujourd'hui d'être adossés, nous, à GBTA Monde, qui a les reins solides, qui a une solidité financière. Mais c'est vrai que voilà, on peut s'interroger effectivement sur le devenir des associations si ça perdure. Oui, tu viens de parler de gestion. C'est vrai que c'est important d'avoir bien géré. Enfin, notre association, je pense qu'on l'a bien géré par le passé et ça va nous permettre quand même de surmonter cette période difficile, même si quelques partenariats s'amenuisent un peu. Ça, c'est une réalité. Alors, tu parlais d'événementiel. J'ai une pensée particulière aussi parce que tout le monde est dans le trou en ce moment. Mais je pense que nos amis de l'événementiel, les fournisseurs de l'événementiel, on a vraiment une pensée très forte pour eux parce que c'est extrêmement difficile et j'espère qu'on pourra les aider, GBTA France et nous, à surmonter aussi après ou à remonter la pente. Oui, c'est en effet extrêmement compliqué pour eux. Sandrine Bailly, est-ce que vous craignez, vous aussi, un changement de périmètre à la baisse avec cette crise ? Non. Alors, il y a une raison aussi qui est peut-être un peu différente dans l'organisation de l'APK, c'est qu'il n'y a pas de salariés à l'APK. Donc déjà, on n'a pas les charges sociales à assurer. Donc, l'APK fonctionne justement sur l'investissement que chaque adhérent met à donner de la valeur ajoutée à l'association. Donc déjà, ce poids financier, effectivement, il pèse pas. Bon, après, on a des charges de fonctionnement, voilà, donc il faut quand même y faire face. Comme Michel l'a dit, moi, j'ai été extrêmement surprise et très heureuse de voir que l'ensemble de nos adhérents nous ont soutenus, finalement. On n'a pas eu de défection sur 2020, ce que je craignais, notamment dans la partie du déplacement professionnel, où j'ai des agences de voyage, des plateformes de réservation hôtelière, des loueurs de voitures, enfin bon, tout l'écosystème du marché de la mobilité, donc ils se sont pris un impact de plein fouet. Ils sont tous restés chez nous. Ils ont tous honoré leurs cotisations. On a eu aussi, comme Michel, eu de cas isolés qu'on a traités parce que de toute façon, nous avions décidé de ne perdre personne en chemin, de garder tout le monde. Sur 2021, pour l'instant, je n'ai pas eu de défection. En plus, on a profité avec l'ensemble de nos adhérents à réfléchir à de nouveaux services à mettre en place. Donc, ils sont lancés avec un abonnement un nouvel abonnement dédié au secteur public pour pouvoir faire rentrer beaucoup d'entités publiques et les informer et les former aussi. Voilà, donc moi je pense sincèrement qu'on a encore une année difficile à avoir sur la partie de manière globale du déplacement professionnel et sur l'événementiel, puisque notre modèle financier repose aussi sur l'organisation de manifestations. Parce que même si au second semestre, la situation s'est améliorée, sincèrement, je ne suis pas certaine que dans la mobilité professionnelle, les gens vont se ruer sur de l'événementiel ou des salons. Je pense qu'un retour à la normale est plutôt sur 2022. Mais on y croit quand même. Donc voilà, il faut passer cette année. En fait, nous, avec nos adhérents, on a construit beaucoup de choses. On est rentré dans une dynamique finalement de projection en se disant faut tenir 2020, 2021, il faut passer la barre et 2022, ce sera une reprise générale. Christine, est-ce que vous craignez pour vos financements en cette période évidemment pas simple ? Alors, non seulement nous craignons, mais nous l'avons anticipé. Il vaut mieux l'anticiper plutôt que de le subir. Nous avons proposé dernièrement à nos adhérentes, de celles qui le souhaitaient, évidemment de
ne peut régler que 50% de leur cotisation cette année exceptionnelle. Cela ne nous permettra pas effectivement de faire un trophée à la hauteur de nos ambitions rituelles, mais on le fera différemment. Voilà. Je crois que les actions vont être différentes plus que jamais. Je ne dis pas qu'il y aura un avant et un après Covid. Celles qui peuvent payer leurs cotisations parce qu'elles sont dans l'opportunité de le faire, le feront. Les autres auront cette opportunité de ne payer que 50%. Alors, on fera moins de choses, certes, mais on sera toujours là pour aider. Et c'est, encore une fois, le principe de notre association Femmes du Tourisme, c'est de les aider. Si je pouvais juste rajouter une chose, il faut se dire, c'est que dans le modèle de coût, le fait de passer à la digitalisation, quand nous, on était plus particulièrement sur l'événementiel, ça nous a permis aussi, dans une situation compliquée, de faire des économies. Donc, bon an, mal an, les comptes se sont équilibrés avec cette digitalisation qui, malgré tout, est un moindre coût par rapport à l'organisation d'événements. Il nous reste 6 minutes, un peu moins de 6 minutes pour finir. Michel Dielman, cette crise va-t-elle modifier les relations entre les professionnels que vous représentez ? Alors, ce que je vais dire d'abord, c'est que cette crise, elle va concourir à rebattre les cartes. À rebattre les cartes parce que de nouveaux acteurs sont arrivés ces dernières années. Certains arrivent en ce moment, plus agiles peut-être, innovants. Et il est certain que les fournisseurs solides que nous avions avant vont avoir affaire à une concurrence énorme et eux-mêmes vont avoir besoin de se réinventer. Un verbe qu'on utilise beaucoup en ce moment, mais c'est juste une nécessité, une évidence. Donc la relation entre les fournisseurs, peut-être qu'il pourrait y avoir des accrochages entre ceux qui étaient bien en place et ceux qui viennent un petit peu leur prendre des parts de marché. Néanmoins, on est quand même dans un domaine qui sort un petit peu de l'ordinaire, cette industrie du voyage d'affaires. Alors on se rentre dedans de temps en temps quand on est dans une ère concurrentielle très forte. Mais je crois qu'il y a une convivialité un peu à l'image de la soirée que nous faisions chaque année, où plus de 800 personnes se retrouvent, y compris mes amis d'aujourd'hui. Et ce qu'on espère, c'est que on va pouvoir, le plus tôt possible, rassembler à nouveau notre industrie autour de ce moment festif qui n'est qu'un moment festif, humble pour nous, mais qui est tellement important, et au même titre qu'on a besoin de retrouver le salon IFTM le plus rapidement possible. Stéphane Valajas, beaucoup anticipent évidemment une contraction du marché, c'est inévitable. Est-ce que, selon vous, cette contraction peut générer des tensions entre les professionnels que vous représentez, entreprises et fournisseurs ? Vous voulez dire entre les acheteurs et les fournisseurs ? Oui. Alors déjà, j'aimerais qu'on sorte de ce carcan, acheteur versus fournisseur. Aujourd'hui, je suis désolé, là on est dans les années 90 où l'acheteur c'est le méchant, et puis non, les acheteurs aujourd'hui, mais ça fait longtemps, et dans l'industrie du voyage d'affaires, c'est un partenariat avec les prestataires. De toute façon, c'est un deal, c'est gagnant-gagnant. Et cette crise a effectivement montré aussi de belles choses, de la solidarité entre les acheteurs et les fournisseurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été remises en question. Les fournisseurs nous ont demandé de ne pas remettre, de ne pas lancer des appels d'offres, de ne pas remettre en question les prix, parce que c'est vrai qu'on n'a aucune visibilité. Et ça a été accepté des deux côtés. Je pense que tout le monde a joué le jeu, parce que dans cette période où personne ne sait où on va, c'est de bonne guerre. Je tiens aussi à préciser, parce qu'on parle des acteurs du voyage d'affaires qui sont fortement impactés, mais il ne faut pas oublier que dans nos sociétés, les acheteurs, les travel managers sont également impactés. C'est-à-dire quand on est acheteur voyage, aujourd'hui on s'inquiète pour son job, parce qu'on se dit, on a un boss au-dessus qui nous dit, il tient à compte mon acheteur voyage, il n'y a plus de voyage. Donc, et la même chose pour les travel managers, il n'y a plus de voyage. Donc c'est compliqué aussi dans les entreprises. Il ne faut pas l'oublier, je pense à eux, puisqu'on est là aussi pour défendre les acheteurs. Mais bon, on prévoit aussi quand même cette reprise du voyage d'affaires. Alors, c'est vrai que là, on se dit fin d'année 2021, soyons honnêtes, dernier trimestre, et on espère 2022 qui va repartir. Donc, de toute façon, il faudra des gens. Les gens sont prêts à voyager aujourd'hui. Quand on interroge nos adhérents, on est prêt à voyager. Aujourd'hui, les freins, c'est pas nous. De toute façon, c'est bien au-dessus. C'est l'Europe, c'est les réglementations, c'est nos sociétés qui aussi, avec ce devoir de précaution par rapport aux employés, ne veulent prendre aucun risque et donc vont limiter aussi ces voyages. Mais si on regarde, on a besoin, on était content aujourd'hui de se retrouver, de venir ici, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu quelqu'un en physique, ça change d'un écran. Donc voilà, maintenant il va y avoir effectivement des contractions, le voyage d'affaires va changer parce que de toute façon je pense qu'on se rend compte aussi que certains voyages n'étaient peut-être pas
justifié, que les voyages courts de 1 ou 2 journées risquent effectivement d'être mis à mal. Les voyages plus longs peut-être moins. Voilà, il y a beaucoup de choses mais il est vital qu'on y retourne. Sandrine et Christine, 30 secondes, on arrive au terme de cette table ronde. Sandrine, comment vous voyez, en 30 secondes, cette année 2021 ? Comme une année de fin de pandémie et de transition et de mutation aussi dans les organisations des entreprises et des entités publiques. Aujourd'hui, la problématique sur le déplacement professionnel des entités publiques, c'est comment elles vont organiser leur marché. Voilà, c'est pas de visibilité sur 2021. Notamment au niveau de la politique de déplacement qui est en train de se construire, mais je pense que les entreprises privées ont aussi cette interrogation. Donc le secteur public est reparti, a été un des premiers à repartir sur le déplacement professionnel. Les marchés sont relancés, donc il y a du business sur cette partie-là. Voilà. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, on fait un sondage justement à ce sujet. C'est comment le secteur public aujourd'hui va s'organiser pour finir cette période de transition et à terme l'organisation du travail. Christine Giraud, cette crise sanitaire peut-elle affirmer la voix des femmes dans les secteurs du travel et du voyage d'affaires, en particulier au travers de votre association ? Oui, très nettement, on le voit déjà à travers une Valérie Bonnet, à travers Emmanuel Diop, à travers le formidable travail que font beaucoup de femmes membres des femmes du tourisme et beaucoup d'autres, bien évidemment. Donc je crois que les difficultés vont être là maintenant pour certaines de nos adhérentes qui vont devoir se confronter à des problèmes de licenciement, des problèmes avec leurs banquiers, etc., etc. Donc c'est là qu'on va vraiment rentrer dans le dur, une fois qu'on sera plus sous perfusion gouvernementale, ce qui est une bonne chose d'un côté, mais qui va être compliqué à aborder après. Et je conclurai simplement en montrant en déclamant cette jolie phrase d'Edgar Morin que je lisais dernièrement, qui disait que ne jamais oublier que l'amitié, la solidarité et la communion font vraiment ce qui font la qualité de la vie. C'est une très belle phrase, voilà. Christine. Très belle phrase sur laquelle on va conclure, mais on va quand même regarder les résultats de notre sondage. Puisqu'on avait posé la question, les associations professionnelles auxquelles vous appartenez doivent-elles défendre vos intérêts professionnels auprès des instances gouvernementales ? La réponse, c'est sans embâche. 70%, ils étaient près de 500 à répondre. 70%, oui, bien sûr, il faut y aller. Donc voilà, mesdames, messieurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci. On a été ravis, en tout cas, de vous accueillir. Vraiment, c'était passionnant.